vengeance. Je me tenais là, dans la salle d'audience, l'air chargé d'une tension palpable, mes mains posées sur la table en bois devant moi, sentant chaque éraflure et chaque rainure sous mes doigts. En face de moi se trouvait Camille, ma future ex-femme. Ses cheveux parfaitement coiffés et son tailleur gris impeccablement coupé, lui donnant l'air d'avoir déjà remporté la victoire. À côté d'elle, Grégoire Lemaire. Son avocat était affalé dans son fauteuil, un sourire suffisant plaqué sur le visage, comme s'il savourait chaque instant de ma chute. L'audience de divorce traînait depuis des heures, et nous en étions maintenant à la fin, au moment où notre vie allait être divisée comme dans une vulgaire brocante. La voix de Grégoire trancha dans la pièce, acerbe et moqueuse. « Profite bien de ta nouvelle vie. Tu vas repartir les mains vides, » dit-il, ses yeux brillant d'un éclat triomphant. Camille ne me regardait même pas lorsqu'elle parla. Ses mots froids et précipités. « Tu aurais dû être un meilleur mari. » Mon cœur cogna dans ma poitrine. Une vague brûlante de colère mêlée à quelque chose de plus lourd. Peut-être du regret, ou simplement de la douleur. Mais je ne laissais rien paraître. Je gardais un visage impassible, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur les mains usées du juge qui feuilletait des documents devant lui. Le juge, un homme fatigué aux cheveux gris et à la voix râpeuse, se tourna vers moi. « Monsieur Roland, avez-vous un dernier mot avant que je rende ma décision ?» demanda-t-il. En me regardant par-dessus ses lunettes, la salle devint silencieuse, et je sentais les regards de Camille et Grégoire posés sur moi, attendant que je m'effondre, que je supplie, que je dise quelque chose de faible. Mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, une étrange sérénité m'envahit, comme l'instant suspendu avant qu'un orage n'éclate. Je plongeai la main dans ma sacoche, mes doigts effleurant le dossier épais que j'avais passé des mois à constituer. « Oui, en effet, » dis-je, ma voix ferme tandis que je le faisais glisser vers lui. « Je voudrais soumettre ceci comme pièce à conviction. » Le juge haussa un sourcil, intrigué, et le prit de mes mains. Camille releva la tête brusquement, ses yeux se plissant. Mais je ne la regardais pas. Pas encore. Je voulais voir son visage quand la vérité éclaterait. Le juge ouvrit le dossier, ses doigts tournant les pages une à une. Je savais ce qu'il voyait, chaque reçu, chaque courriel, chaque relevé bancaire que j'avais exhumé comme un trésor enfoui. Mes mains restaient croisées devant moi. Mais à l'intérieur, mon esprit bouillonnait. Ce n'était plus seulement une question de divorce. C'était à propos de tout ce qu'elle m'avait pris, tout ce qu'elle pensait pouvoir emporter impunément. Le silence s'étira, et je jetai un coup d'œil à Camille. Son sourire narquois avait disparu. Son visage était devenu pâle, comme si tout son sang s'était retiré. Grégoire remua sur son siège, ses doigts tapotant nerveusement la table, sa confiance s'effritant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il dans sa barbe. Mais je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Les yeux du juge passèrent de moi au document, et je compris qu'il commençait à saisir. Je m'adossai à mon fauteuil, laissant l'instant s'installer. Pendant des mois, j'avais été le discret, celui qui ne ripostait pas, le mari qu'elle piétinait sans scrupule. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais l'avantage, et ça faisait un bien fou. Mais l'heure que ce à quoi je m'attendais. La voix de Camille brisa le silence, aiguë et tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-elle en se penchant vers moi, ses yeux écarquillés par une peur que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Je ne répondis pas tout de suite. Je me contentais de sourire, un sourire discret mais ferme, et reportai mon attention sur le juge. Il s'éclaircit la gorge, posa le dossier et regarda du côté de Camille. « Maître, Madame Roland, » dit-il d'un ton lourd, « nous allons devoir discuter de ceci plus en détail. » Mon cœur battait toujours à tout rompre, mais ce n'était plus la colère qui le faisait vibrer. C'était la satisfaction. J'avais joué ma carte, et le jeu allait changer. La salle d'audience bourdonnait de murmures alors que le juge ordonnait une suspension. Et je regardais Camille et Grégoire se concerter à voix basse, leurs voix précipitées et tranchantes. Elle me lança un regard, miragé, mi-panique, et je soutins son regard sans ciller. 12 ans de mariage, et voilà où nous en étions. Moi, avec un dossier rempli de ses secrets. Elle, avec rien d'autre qu'un avocat qui commençait à transpirer. Je ne savais pas encore ce que le juge déciderait. Mais une chose était sûre, Camille ne riait plus. Et pour l'instant, cela suffisait. Je me levai alors que l'huissier nous faisait signe de quitter la salle. Mon dossier toujours posé sur le bureau du juge, comme une bombe à retardement. Ce n'était pas fini, loin de là. Mais c'était un début, un sacré bon début. Je sortis du tribunal, mais pas assuré, la tête haute, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, quoi qu'il arrive ensuite. J'étais prêt. Ce matin-là, je m'étais réveillé en m'attendant à la routine habituelle. Le café qui passait dans la cuisine,
le bourdonnement discret de la maison qui s'éveillait. Peut-être 1 heure tranquille pour moi avant que la journée ne commence. La chambre était encore sombre, les rideaux tirés, et l'horloge sur ma table de nuit clignotait 6h45 en chiffres rouges. Je frottais mes yeux, sentant le poids d'une autre nuit agitée, et sortis mes jambes du lit. Camille était déjà levée, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Elle avait toujours été celle qui se levait tôt, pleine d'une énergie que je ne pouvais jamais égaler. Je me traînais jusqu'à la cuisine, mes pieds nus froids contre le carrelage, et la vis debout près du plan de travail. Mais elle ne préparait pas de café. Elle tenait une enveloppe Kraft, ses doigts tapotant distraitement dessus, ses yeux rivés sur son téléphone. « Bonjour !» marmonnai-je en tendant la main vers la cafetière. Mais elle ne leva pas les yeux. Au lieu de cela, elle fit glisser l'enveloppe vers moi sur le plan de travail. D'un ton désinvolte, comme si elle parlait de la météo. « J'ai parlé à mon avocat ?» dit-elle. Ça devrait être simple. Je me figeais, la main en suspens au-dessus de la cave Pubslière. Ces mots pénétrant lentement, lourdement. 12 ans de mariage, 12 ans à ses côtés, à construire une vie ensemble. Et c'était ainsi que ça se terminait. Je pris l'enveloppe, mes doigts maladroits sur le fermoir, et en sortis les documents, des papiers de divorce. Sa signature était déjà là, nette et précise, comme si elle avait signé un contrat d'affaires. Mes yeux parcoururent les pages, les termes juridiques se brouillant. Mais une chose ressortait clairement. Je n'obtenais rien. Pas la maison, pas d'argent. Pas une part de l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. Rien. Zéro. Je levai les yeux vers elle, attendant quelque chose, une explication, des excuses, n'importe quoi, mais elle continuait de faire défiler son téléphone, le visage impassible. « Camille », dis-je, la voix rauque. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle me regarda enfin, ses yeux froids et distants. « C'est fini », dit-elle. « Tu savais que ça allait arriver. Vraiment. » Je restais là, les papiers tremblants dans mes mains, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Je ne sais pas combien de temps je restais planté là, à la fixer, essayant de comprendre. Elle ne s'y a même pas, retournant à son téléphone comme si je n'étais pas là. Pendant des années, je l'avais soutenue, me donnant corps et âme à Roland d'Intérieur, son entreprise de design. Je n'étais pas celui qui brillait, d'accord ? Je ne me tenais pas devant les clients, ni ne faisais du charme lors des soirées. Mais j'étais le pilier, j'avais géré les tâches ingrates, l'administration, la comptabilité, les courriels interminables et les agendas. J'avais veillé tard pour équilibrer ses comptes quand elle était trop fatiguée, organiser ses événements quand elle était trop occupée. Tout cela sans salaire ni remerciement. Et maintenant, elle me jetait dehors comme un employé dont elle n'avait plus besoin. Après tout ça, dis-je, la voix basse, c'est tout ce que j'ai. Elle soupira, posant son téléphone, et me regarda comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas. « Tu n'as pas suivi », dit-elle. « J'ai grandi. Pas toi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, et je sentis quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste un craquement discret, comme une corde trop tendue. Je sortis de la cuisine, les papiers toujours en main, et m'assis sur le canapé du salon. La maison était silencieuse, trop silencieuse, et je l'entendais bouger derrière moi, se préparant pour sa journée comme si de rien n'était. Je feuilletais les documents à nouveau, lisant chaque ligne, chaque détail froid et calculé. Elle voulait la maison que nous avions achetée ensemble, celle que j'avais retapée de mes propres mains. Nouvelle peinture, nouveau sol, chaque robinet qui fuyait remplacé. Elle voulait l'entreprise, en entier, même si j'avais été là dès le premier jour, quand ce n'était qu'une idée griffonnée sur une serviette en papier, pas de pension alimentaire, pas de part, rien, juste une rupture nette pour elle et un grand vide pour moi. Ma poitrine se serra et je crispais la mâchoire, essayant de contenir la colère. Je voulais crier, lui jeter les papiers à la figure, exiger qu'elle explique comment elle pouvait faire ça. Mais je ne le fis pas. Je restais là, respirant fort, laissant la réalité s'imprégner. Quand elle partit au travail, ses talons claquant sur le sol tandis qu'elle attrapait son sac et sortait. J'étais toujours sur le canapé. La porte claqua, et le silence m'engloutit. Je regardais autour de moi, les photos encadrées de nous, les meubles que nous avions choisis ensemble, la vie que nous avions construite. Et ça me frappa. Elle avait tout planifié. Elle avait toujours été plusieurs longueurs d'avance, préparant cet adieu désinvolte pendant que je jouais encore le mari fidèle. Je laissais tomber les papiers sur la table basse et m'adossais, fixant le plafond. J'aurais pu la supplier de rester, me battre sur le champ. Mais à quoi bon ? Elle avait pris sa décision, et je n'en faisais plus partie. Mais à mesure que les minutes passaient, autre chose grandissait en moi. Pas seulement de la douleur, pas seulement de la colère,
Mais une étincelle plus dure, plus acérée. Je n'allais pas la laisser partir avec tout. Pas comme ça. Je ne savais pas encore comment. Mais j'allais trouver un moyen de riposter. Ce matin-là, quand elle m'avait tendu ses papiers, elle pensait avoir mis un point final. Elle ne savait pas qu'elle venait de déclencher quelque chose de bien plus grand. Je n'avais pas toujours été ce type discret en arrière-plan, laissant la vie se dérouler autour de lui. J'avais été plus que ça. Ce matin-là, après que Camille m'avait balancé les papiers du divorce, je ne pouvais m'empêcher de repenser à comment tout avait commencé. J'étais assis dans le salon, à la même place où j'avais fixé ces documents, mais mon esprit dérivait vers les débuts. Quand Camille et moi formions une équipe, la maison était toujours silencieuse, une lourdeur oppressante, et j'entendais presque les échos de ce que nous étions autrefois. J'avais été son plus grand soutien quand elle avait lancé Roland d'Intérieur, à l'époque où nous n'étions que tous les deux dans un petit appartement exigu, elle esquissant des designs sur du papier millimétré bon marché pendant que je construisais son premier site web de portfolio de toutes pièces. Je n'étais pas un génie de l'informatique, mais j'avais appris des heures d'essais et d'erreurs, des nuits tardives avec du mauvais café, juste pour qu'elle puisse montrer son travail au monde. Elle me souriait alors, ses yeux brillants, disant « On va y arriver, toi et moi ». Je l'avais cru, j'avais cru en nous. Les premières années, j'étais partout où elle avait besoin de moi. J'appelais des clients potentiels à froid, la voix tremblante mais déterminée, organisant des rendez-vous pour qu'elle puisse présenter ses idées. Je serrais des mains lors d'événements de réseautage, ma cravate mal ajustée et mes paumes moites, pendant qu'elle brillait dans la salle comme si elle était née pour ça. Les gens commencèrent à la remarquer, son talent, son charme. Et bientôt les clients affluèrent. J'étais fier, même si je restais dans l'ombre, ça ne me dérangeait pas d'être le discret. J'aimais construire quelque chose avec elle. Quand elle organisa son premier grand cocktail professionnel, j'étais derrière le bar, servant des verres, souriant aux invités, m'assurant que tout le monde passe un bon moment. Personne ne se souvenait de mon nom. Mais ça m'était égal, Camille rayonnait. Et ça me suffisait. J'avais construit la moitié de cette entreprise avec elle. Même si mon nom n'était pas sur le logo, le site web, les listes de clients, les séances de brainstorming tardives. C'était à nous. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, assis là avec les papiers du divorce sous les yeux, je réalisais à quel point j'avais donné et à quel point elle m'avait peu rendu. La maison semblait plus vide que jamais. Chaque recoin me rappelant ce que j'y avais investi. J'avais réparé les escaliers qui grinçaient, peint les murs dans ce bleu doux qu'elle adorait, passé des week-ends à planter le jardin qu'elle voulait. Et Roland d'Intérieur. J'étais celui qui suivait les dépenses quand elle oubliait, qui relançait les clients en retard de paiement, qui équilibrait les comptes pour qu'elle puisse se concentrer sur le design. Je n'avais jamais demandé de reconnaissance, jamais exigé de titre. Je l'avais fait parce que je l'aimais, parce que je croyais en son rêve, mais elle avait tout accaparé, faisant comme si je n'avais jamais existé. La colère était toujours là, bouillonnant sous ma peau. Mais ce n'était plus seulement de la colère, c'était de la lucidité. Je connaissais cette entreprise sur le bout des doigts, mieux qu'elle ne le pensait. C'était mon atout, et j'allais m'en servir. J'attrapais mon téléphone et fis défiler mes contacts. Mon poussé s'arrêtant sur un nom que je n'avais pas appelé depuis des années, Zahir. C'était un ami d'université, toujours là pour moi. Et maintenant, assistant juridique dans un petit cabinet en centre-ville. J'appuyais sur appeler, le cœur battant à mesure que ça sonnait. « Salut, mec !» répondit-il. La voix chaleureuse mais surprise. « Ça fait un bail. » Je ne perdis pas de temps en politesse. « J'ai besoin de ton aide. » dis-je simplement. Camille veut tout prendre. Divorce. J'ai des idées, mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaît le côté légal. Il n'hésita pas. Pas besoin d'en dire plus. Retrouve-moi demain. Café sur la 5e. On va régler ça ? Je le remerciais, sentant un léger poids s'envoler. Puis composait un autre numéro, Noé, un informaticien freelance que j'avais rencontré à l'un des événements de Camille. Il était discret comme moi, mais brillant. Le genre de type capable de fouiller n'importe quoi en ligne. « Noé », dis-je quand il décrocha. « J'ai besoin que tu traces des trucs. Vieux fichiers. Compte. Mots de passé. Tu peux faire ça ?» Il rite. Un son bref et sec. « Si c'est en ligne, je peux le trouver. Envoie-moi ce que t'as, cet après-midi-là. » Je commençais à rassembler des éléments. Je fouillais le bureau à domicile. Son bureau. Techniquement, où j'avais passé des heures à travailler gratuitement. Vieux ordinateur portable. Pile de papier. Clé USB qu'elle avait oubliée. Elle avait toujours été négligente avec les détails, me laissant nettoyer son désordre. Et maintenant, ça allait se retourner contre elle. Je trouvais des sauvegardes de fichiers professionnels anciens, des listes de clients que j'avais tapées,
même des identifiants notés sur des post-it qu'elle avait jetés. Ma main tremblait un peu en branchant une clé USB poussiéreuse, voyant l'écran s'allumer avec des dossiers, des années de données qu'elle pensait intouchables. Je ne savais pas encore précisément ce que je cherchais, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Elle était devenue négligente avec le temps, trop confiante, et moi trop fidèle pour le remarquer, plus maintenant, quand le soleil se coucha. Projetant de longues ombres dans la pièce, j'avais un plan qui prenait forme. Zahir m'aiderait à comprendre ce qui était légal, ce que je pouvais utiliser. Noé creuserait plus loin, piraterait les comptes dont elle m'avait exclu. Et moi, je rassemblerais tout, chaque contribution silencieuse que j'avais faite, chaque heure passée à construire son empire. La maison grinçait autour de moi, et je m'adossais à ma chaise, fixant le plafond. Camille pensait m'avoir laissé sans rien, mais elle ne savait pas de quoi j'étais capable. Pas encore. Les nuits se mélangeaient après ce matin avec les papiers du divorce, chacune s'étirant, longue et agitée, tandis que je restais seul dans la maison, fouillant le passé. Le salon était devenu mon quartier général. Des papiers éparpillés sur la table basse, mon ordinateur portable brillant dans l'obscurité, une tasse de café froid oubliée à mes côtés. J'avais toujours été l'organisé, celui qui gardait trace des détails que Camille ignorait. Et maintenant, c'était mon arme. Je commençais petit, ressortant de vieux fichiers des clés USB trouvées, feuilletant des piles de reçus qu'elle avait fourrées dans des tiroirs des années auparavant. Au début, ce n'était qu'un fouillis, des chiffres aléatoires, des notes griffonnées, des factures incohérentes. Mais plus je regardais, plus je voyais des schémas qu'elle n'avait jamais pris la peine de cacher. Mes yeux brûlaient sous l'éclat de l'écran. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque clic, chaque page, était une pièce du puzzle. Et je commençais à voir l'ensemble du tableau. L'idée brute. Camille était devenue imprudente avec les années, trop sûre d'elle. Trop convaincue que je ne regarderais jamais à deux fois ce qu'elle faisait. Je trouvais des reçus non déclarés. Des centaines, rangés dans des dossiers qu'elle n'avait pas touchés depuis les débuts de Roland Intérieur. Des petites choses, au début, comme des paiements à des fournisseurs inexistants. Des dépenses listées 2 fois à des dates différentes. Puis ça devint plus gros, des factures antidatées pour des projets qui n'avaient jamais existé. De l'argent transféré à des sociétés écrans aux noms inconnus. Je m'adossais au canapé, frottant mon visage, essayant de digérer. Elle avait déplacé de l'argent, l'avait caché, et j'avais été trop occupé à tenir ses comptes pour le remarquer. Mes doigts hésitèrent au-dessus du clavier, puis je tapais le nom d'une des sociétés dans un moteur de recherche. Rien, pas de site web, pas d'adresse, juste une impasse. C'est là que je sus que j'avais mis le doigt sur quelque chose de sérieux. Je continuais. Nuit après nuit, la maison silencieuse hormis le bourdonnement de l'ordinateur et le craquement occasionnel du plancher. Noé m'avait fourni de vieux mots de passe, des trucs que Camille n'avait pas changés depuis des années. Et ça avait ouvert les vannes. Relevés bancaires, courriels, journaux de compte que je n'avais pas vus depuis que j'avais cessé de gérer l'administration au quotidien. Je trouvais des virements offshore, petits au début, puis plus gros. Des milliers d'euros glissant hors de Roland Intérieur vers des comptes que je ne pouvais pas tracer. Mon cœur battait fort tandis que je copiais tout sur une nouvelle clé USB. Mes mains fermes même si mon esprit s'emballait. Ce n'était plus seulement une question de me flouer dans le divorce, c'était de la fraude. Peut-être pire. Je pensais à tous ces premiers investisseurs, ceux qui avaient cru en elle, ceux qu'elle avait évincés une fois que l'entreprise avait décollé. Je les avais rencontrés, serré leurs mains, promis qu'elle ferait les choses correctement. Les avait-elle trahis aussi? Puis je trouvais quelque chose qui me glaça le sang. Des paiements à Étienne Royer. Je connaissais ce nom. C'était son consultante. Un type qu'elle avait commencé à mentionner il y a 2 ans, toujours avec un petit sourire qui ne me plaisait pas. Je l'avais vu une fois à un gala. Grande, charmeur, trop familier avec elle. Sa main s'attardant sur son bras pendant que je servais des verres de l'autre côté de la salle. Les paiements commençaient petits. Quelques centaines d'euros par-ci par-là, étiquetés comme des frais de conseil. Mais ils grossissaient 5 000 euros, 10 000 euros. Tous passaient par Roland Intérieur comme s'ils étaient légitimes. Je fixais l'écran, la mâchoire serrée, ressentant à nouveau la brûlure de la trahison. Pas seulement son amant, mais son amant payé, financé avec l'argent que j'avais aidé à gagner. J'avais envie de casser quelque chose, de crier, de sortir et de l'affronter sur le champ. Mais je ne le fis pas. Je pris une profonde inspiration, sauvegardai le fichier et continuai. La colère ne suffisait plus. J'avais besoin d'une stratégie. Le dossier que je constituais s'épaississait chaque nuit, d'abord numérique, puis des pages imprimées que je rangeais dans un tiroir fermé à clé. Je recoupais les dates, faisais correspondre les paiements au projet.
fouillais chaque recoin de l'entreprise auquel j'avais accès. Je trouvais plus de fausses et de déductions fiscales pour des dons à des associations inexistantes, tous enregistrés comme déductibles. Elle avait siphonné des centaines de milliers d'euros au fil des années, les empochant pendant que j'équilibrais ses feuilles de calcul, pensant aider à construire notre avenir. Ma main tremblait en imprimant le dernier lot, l'imprimante ronronnant dans la maison silencieuse. Je ne me battais plus seulement pour ma part du divorce. J'avais des preuves qu'elle avait enfreint la loi, fait du tort à des gens, menti à tout le monde. La justice n'était plus un vague espoir. C'était une réalité. Là, dans cette pile de papier, je rencontrai Zahir au café le lendemain. Lui glissant quelques pages clés sur la table, il siffla doucement, les parcourant, les yeux vifs. « C'est du lourd », dit-il en me regardant. « T'es sûr de vouloir aller si loin ?» Je hochai la tête, la voix ferme. « Elle ne s'en sortira pas comme ça. » Il n'insista pas, me conseilla juste de rester discret, de tout garder en sécurité, et promit de m'aider à déterminer ce qui était recevable. Noé appela plus tard, la voix tendue. « J'ai trouvé plus, des journaux de compte d'il y a 3 ans. Ça va pas te plaire. » Il m'envoya les fichiers, et je passai une autre nuit à relier les points, mon café refroidissant à nouveau. Chaque nouvelle pièce rendait l'image plus claire. Camille n'avait pas seulement trahi moi. Elle avait bâti son succès sur un château de cartes. Et j'étais sur le point de le faire tomber. La salle d'audience semblait différente ce jour-là, plus pesante. Comme si l'air lui-même savait que quelque chose d'énorme allait se produire. J'étais assis à ma table, mes mains posées sur le bois lisse, mon dossier devant moi comme une arme chargée que j'allais enfin pouvoir utiliser. En face, Camille était perché sur sa chaise, la posture raide, ses yeux passant de moi au juge. Grégoire Lemaire était à ses côtés, son sourire habituel réduit à quelque chose de plus crispé, moins assuré. L'audience de divorce traînait depuis des semaines. Mais c'était le moment, celui que j'avais préparé depuis ce matin où elle m'avait tendu ses papiers, mon avocate. Delphine Chen me fit un petit signe de tête depuis son siège à côté de moi. Sa confiance calmée apaisante mes neufs. Je lui avais donné le dossier des jours plus tôt, et elle m'avait dit « ça change tout, attends le bon moment ». Ce moment était maintenant et le juge feuilletait ses documents, ses lunettes posées bas sur son nez, et nous regarda. « Nous sommes ici pour finaliser la répartition des biens », dit-il, la voix sèche et procédurale. Dernière soumission avant que je rende ma décision. Grégoire se leva, lissant sa cravate, prêt à lancer un discours bien rodé sur pourquoi Camille méritait tout, la maison, l'entreprise, chaque centime. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, je levai la main. « Votre honneur », dis-je, la voix stable malgré mon cœur qui tambourinait. « J'ai quelque chose à soumettre ». Le juge hocha la tête, curieux, et je fis glisser le dossier vers l'huissier, qui le porta jusqu'au banc. Camille tourna la tête vers moi, ses yeux plissés. Mais je gardai mon regard sur le juge. C'était mon moment. Et je n'allais pas la laisser m'intimider. Il ouvrit le dossier, ses doigts bougeant lentement au début, puis s'arrêtant tandis qu'il lisait. La salle devint silencieuse. Le genre de silence où l'on entend sa propre respiration. Et je regardais son expression changer. Ses sourcils se froncèrent, sa bouche se resserrait. Je savais ce qu'il voyait, les preuves d'évasion fiscale, la fraude envers les investisseurs, les fausses déductions caritatives que j'avais découvertes au fil de nuits blanches, des pages de relevés bancaires montrant des virements offshore, des factures pour des sociétés écrans, des paiements à Étienne Royer étiquetés comme du conseil. Alors qu'il s'agissait de tout sauf ça, j'avais tout exposé. Dates, montant, preuve qu'elle avait détourné des centaines de milliers d'euros de Roland intérieur dans ses propres poches. Mes mains restaient croisées devant moi, mais à l'intérieur. J'étais en ébullition. Chaque nerf vibrant sous le poids de ce que j'avais fait, ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de montrer qui elle était vraiment. Grégoire remua sur son siège, ses doigts tapotant la table. Son visage se crispant tandis que le juge continuait à lire. Camille se pencha vers lui, murmurant quelque chose d'acerbe et rapide. Mais il secoua la tête, ses yeux fixés sur le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Et c'en était une. J'avais veillé à ce que chaque pièce soit inattaquable. Zahir avait vérifié les aspects légaux. Noé avait récupéré les traces numériques. Et j'avais tout relié. Le juge tourna une autre page, puis une autre. Son silence s'étirant jusqu'à ce que la salle entière semble retenir son souffle. Enfin, il posa le dossier, ses mains posées dessus, et regarda du côté de Camille. « Madame Roland, dit-il, la voix basse et sérieuse. Ce sont des accusations graves. » Ma poitrine se serra. Mais je ne bougeais pas. Ne sillaez pas. Laissons les preuves parler. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Grégoire bondit sur ses pieds, sa voix plus forte qu'il n'était nécessaire.
votre honneur. Ceci est hors de propos pour la procédure de divorce. C'est une manœuvre, une tentative désespérée de... Le juge le coupa d'un geste de la main, ses yeux perçants. Asseyez-vous, maître. Je déciderai de ce qui est pertinent. Grégoire se rassit, le visage rouge, et je vis les mains de Camille trembler légèrement tandis qu'elle les croisait sur ses genoux. Elle ne souriait plus. Elle ne me regardait même pas, fixant droit devant elle, la mâchoire serrée, la peau blême. Je m'adossai à mon fauteuil, laissant l'instant s'installer comme une vague. Pendant des mois, j'avais été celui sur la défensive, celui qu'elle pensait pouvoir écarter sans rien. Mais maintenant, c'était elle qui s'agitait, et moi qui tenais les cartes. Le juge s'éclaircit la gorge, revenant à la première page du dossier, et commença à poser des questions. Lentesse, délibérée, dirigée vers l'équipe de Camille. Pouvez-vous expliquer ces virements vers un compte aux îles Caïmans, daté d'il y a 3 ans? Demanda-t-il. Grégoire bafouilla, parlant de dépenses professionnelles. Mais le juge n'y croyait pas. Et ces paiements à M. Royer, quel service de conseil a-t-il fourni? Exactement. La voix de Camille s'éleva, aiguë et tremblante. C'est privé. Ça n'a rien à faire ici. Mais le juge ne lâcha pas, son ton devenant plus dur à chaque question. Je restais là, silencieux, regardant la scène se dérouler. Sentant le vent tourner dans la salle, Delphine se pencha vers moi, sa voix un murmure. Tu l'as fait. Je hochai légèrement la tête, gardant les yeux sur le juge. Ce n'était pas une question de me vanter, c'était une question de justice. Et elle arrivait enfin, quand il ordonna une suspension. L'air était chargé de tension, et l'équipe de Camille s'agitait. Grégoire rassemblait ses papiers, ses mouvements brusques, tandis que Camille me lançait un regard de pur venin, ses yeux flamboyants d'une émotion que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. De la peur, peut-être, ou de la fureur, ou les deux. Je soutins son regard, calme et ferme, et ne détournai pas les yeux jusqu'à ce qu'elle se retourne vers Grégoire. Ses murmures vifs et urgents. L'huissier nous fit sortir, et je me levai, mes jambes solides malgré mon pouls qui s'emballait encore. Delphine me tapa sur l'épaule tandis que nous sortions dans le couloir. « Ce dossier change la donne », dit-elle. Ils ne l'ont pas vu venir. Je hochai la tête, sentant le poids de tout cela. Les nuits de fouille, les années d'invisibilité, qui portaient enfin leurs fruits. Camille pensait avoir gagné avant même que le combat ne commence. Elle avait tort. Ce soir-là, après l'affrontement au tribunal, j'étais de retour dans la maison, arpentant le salon, le dossier brûlant encore dans mon esprit. La télévision scintillait en arrière-plan, des infos de fin de soirée que je ne regardais pas vraiment. Mais le silence était trop lourd pour rester seul. Mon téléphone reposait sur la table basse, sombre et silencieux, jusqu'à ce qu'il vibre bruyamment contre le bois, me tirant de mes pensées. Numéro inconnu. J'hésitais, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Puis décrochais. « Allô » dis-je. La voix rauque après des heures, sans parler. Une pause. Puis une voix grave et râpeuse, comme si elle cherchait à se dissimuler. « Reculez », dit-elle. Pas de bonjour, pas d'explication. Juste ces 2 mots, tranchants et froids. Mon estomac se noie. Mais je gardais un ton ferme. Qui est-ce? Une autre pause, plus longue. Puis un clic. La ligne était morte. Je fixais le téléphone, mon cœur battant, me demandant si j'avais imaginé ça. Mais non, quelqu'un n'avait peur. Assez peur pour m'appeler en pleine nuit. Le lendemain matin, le nom de Delphine s'afficha sur mon écran avant même que j'aie versé mon café. L'équipe de Camille a déposé une motion, dit-elle, la voix vive mais calme. Ils veulent négocier, une offre complète. La maison incluse, un peu d'argent aussi. Je m'appuyais contre le plan de travail de la cuisine, la tasse chaude dans mes mains, laissant l'information s'imprégner. Une négociation. Après tout, le dossier, les preuves, les questions du juge. Ils agitaient le drapeau blanc. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à un pot de vin. Une tentative désespérée de me faire taire avant que je pousse plus loin. Ils ont peur, ajouta Delphine. Ce dossier a touché un point sensible. Je hochai la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Mon esprit déjà en ébullition. Tu en penses quoi? Demandai-je. Elle n'hésita pas. On les a acculés. Si tu veux plus, on continue. Je posai la tasse, regardant par la fenêtre la rue déserte. Plus, je n'avais pas fini. Pas encore. Puis les choses commencèrent à devenir étranges. Delphine rappela cet après-midi-là, la voix plus tendue. Mon bureau a été cambriolé hier soir, dit-elle. Des dossiers éparpillés, rien d'important volé, juste un désordre. Les flics pensent que c'est aléatoire. Mais elle ne termina pas, et elle n'en avait pas besoin. Je sentis un frisson me parcourir. Aléatoire.
Ça ne collait pas? Pas après cet appel. Pas après la pression pour négocier. Plus tard dans la journée, j'essayais de me connecter à mon compte bancaire, bloqué, sans explication. Juste un message clignotant me disant de contacter le service client. Je passais 1 heure en attente, la mâchoire serrée, jusqu'à ce qu'il le débloque, marmonnant quelque chose à propos d'un drapeau de sécurité. Coïncidence. Peut-être. Mais ensuite, Zahir m'envoya un texto, ces mots courts et secs. Un type dans une voiture noire m'a suivi jusque chez moi. Fais gaffe. Mes mains devinrent froides en lisant ça. Les pièces s'assemblant trop vite. Camille n'était pas juste secouée. Elle paniquait. Et quelqu'un agissait pour elle. Je m'assis sur le canapé ce soir-là. La maison sombre, sauf pour la lueur de mon ordinateur portable. Essayant de donner un sens à tout ça. Le dossier avait fissuré quelque chose de plus grand que ce que j'avais prévu. Et maintenant, la riposte était réelle. Appel. Cambriolage. Compte bloqué. Je n'avais pas peur. Pas exactement. Mais j'étais en alerte. Chaque grincement de la maison me faisant jeter un œil vers les fenêtres, puis un courriel arriva. Un nouveau message d'une adresse que je ne connaissais pas. Juste un mélange de chiffres et de lettres. L'objet me glaça. Vérifier les pièces jointes avant qu'il ne soit trop tard. Mon pouce s'accéléra. Et je cliquais. M'attendant à moitié à un virus ou une arnaque, au lieu de ça, c'était des photos granuleuses mais assez nettes. Camille et Grégoire dans un café, penchés l'un vers l'autre, et une femme que je ne reconnaissais pas assise en face d'eux, tailleur strict, cheveux noirs, un carnet à la main. L'horodatage des images, 2 jours plus tôt. Jézoumaï, les yeux plissés, essayant de la situer. Quelque chose en elle semblait étrange. Trop raide, trop concentrée. Je transmis le courriel à Noé avec une note rapide. Qui est-ce la femme? Il me répondit en 20 minutes. Sa réponse courte, je travaille dessus. Donne-moi un jour. Je m'adossais, fixant l'écran, les photos toujours ouvertes. Celui qui avait envoyé ça voulait que je le voie, voulait que je sache que Camille s'agitait. Mais pourquoi? Était-ce un avertissement? Une menace? Ou autre chose? Je ne dormis pas après ça. Gardant les lumières allumées, vérifiant les serrures. Mon esprit tournant en rond autour de ce que j'avais déclenché. L'offre de règlement était aussi dans ma boîte de réception, transmise par Delphine. Mais je n'y touchais pas. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de vérité. Et j'étais trop près pour reculer maintenant. Le lendemain, Noé appela. La voix basse et rapide. La femme. Agente spéciale Théo Morgan. Brigade financière du SRPG. J'ai fouillé des registres publics. Relents d'intérieur et dans leur viseur. Blanchiment d'argent. Peut-être plus. Je retins mon souffle. Le téléphone lourd dans ma main. SRPG. Soudain, le cambriolage. L'appel. La filature de Zahir. Tout prenait sens. Camille ne se battait pas seulement contre moi. Elle se battait contre quelque chose de bien plus grand. Et j'avais marché droit dedans par accident. « Qu'est-ce que je fais ?» demandai-je. La voix plus basse que je ne le voulais. Noé ne mâcha pas ses mots. « Reste discret, mais n'arrête pas. » Il surveillait-elle. « Pas toi. » Pour l'instant, je raccrochais, les mains tremblantes, et regardais les photos à nouveau, le visage de Camille dans le café, tendu et vif. Me disait tout. Elle était acculée. Et j'étais celui qui tenait l'allumette. La maison ressemblait à une cage cette semaine-là. Chaque ombre plus nette, chaque bruit plus fort. Après que ce courriel anonyme m'avait envoyé ces photos, je les gardais ouvertes sur mon ordinateur, fixant Camille et Grégoire en réunion avec l'agente spéciale Théo Morgan, experte en crimes financiers, dans un café discret. Mon café restait froid sur la table, intact. Tandis que j'essayais de me faire à l'idée, Roland d'intérieur n'était plus juste une bataille de divorce compliquée. C'était une enquête fédérale. Et j'avais trébuché en plein milieu. Mon téléphone vibrait toutes les quelques heures. Texto de Zahir pour prendre des nouvelles. Mise à jour de Noé qui creusait plus loin. Delphine qui me tenait au courant. Mais je ne pouvais me défaire du sentiment d'être observé aussi. L'appel tardif. Le cambriolage au bureau de Delphine. Mon compte bancaire bloqué. Ce n'était pas aléatoire. Camille était désespérée. Et le désespoir rendait les gens dangereux. Mais je ne reculais pas. Pas maintenant ? Pas alors que j'étais si près de voir tout s'effondrer. Je rencontrai Delphine à son bureau quelques jours plus tard, enjambant le désordre laissé par le cambriolage. Des papiers encore éparpillés, un cadre photo fissuré appuyé contre le mur. Elle me tendit un dossier scellé, ses yeux fermes mais sérieux. Ça vient d'une source en qui j'ai confiance, dit-elle en tapotant le dossier du doigt. Ouvre-le quand tu seras seul. Je hochai la tête, glissant le dossier sous mon bras, l'estomac noué, de retour chez moi. Je verrouillai la porte, tirai les rideaux et m'assis à la table de la cuisine, le dossier me fixant. Mes mains hésitèrent,
puis l'ouvrir en d'un coup. À l'intérieur, une déclaration sous serment, signée par Clara Durand, l'assistante de Grégoire. Je l'avais rencontrée une fois, une fille discrète aux mains nerveuses, toujours à la traîne derrière lui lors des audiences. Maintenant, elle était lanceuse d'alerte, et ses mots frappèrent comme un marteau. Elle exposait tout, Camille falsifiant des offres pour surfacturer les clients, manipulant des contrats, détournant des pots de vin vers de gros entrepreneurs. Pire encore, Grégoire savait. Il avait aidé à couvrir, signant les mensonges. Mon souffle se coupa en lisant, les pages tremblant dans mes mains. C'était l'arme fatale. Et ce n'était plus seulement une question de divorce, c'était criminel. Je m'adossai à la chaise. La cuisine sombre, sauf pour la lueur de la lampe au-dessus. Mon esprit en ébullition. La déclaration de Clara reliait tout, les sociétés écrans, les comptes offshore, les paiements à Étienne Royer. Camille avait transformé Roland d'intérieur en une façade, un masque brillant pour quelque chose de sale. Et j'avais été trop occupé à jouer le mari fidèle pour le voir. Mais maintenant, je voyais. Le SRPG était sur le coup. La présence de Théo Morgan dans ses photos prouvait qu'il se rapprochait. Delphine l'avait confirmé au téléphone ce matin-là. Les flics surveillent son entreprise. Blanchiment d'argent via des contrats de design. Ton dossier les a probablement alertés. Je ne savais pas si j'avais déclenché ça ou juste accéléré les choses, mais quoi qu'il en soit, j'étais dedans maintenant. Les menaces, l'appel, le cambriolage n'était pas juste la panique de Camille. C'était sa tentative de colmater une fuite déjà hors de contrôle. Mon téléphone vibra à nouveau tandis que j'étais assis là. Un autre numéro inconnu. Je décrochais. La voix basse. « Ouais !» Un texto apparut au lieu d'une voix. « Tu ne veux pas être mêlé à ça ?» Ma mâchoire se serra. Et je répondis « Trop tard !» Pas de réponse. Mais je n'en attendais pas. Je posai le téléphone. Mes mains fermes maintenant. La déclaration toujours ouverte devant moi. Qui que ce soit qui envoyait ces messages, qui avait suivi Zahir, il pensait pouvoir me faire peur. Il ne me connaissait pas. Pas le vrai moi. Celui qui avait passé des années à construire quelque chose pour le voir voler. Je n'étais plus le mari silencieux. J'étais celui avec des preuves. Celui qui avait accidentellement donné un coup dans un nid de guêpes, et je n'allais pas m'enfuir. J'appelais Noé ce soir-là. La voix calme mais ferme. Tu creuses toujours. Il soupira. Le son grésillant à travers la ligne. Ouais, j'ai trouvé plus. Des courriels cryptés entre Camille et un type nommé Jonas Fick. Ça m'a pris des heures à déchiffrer. Mais c'est louche. Compte offshore. Virement codé. Je t'envoie ça. Mon cœur s'accéléra. Jonas Fick. Je ne connaissais pas ce nom. Mais il pesait lourd. Comme une autre pièce que je n'avais pas encore vue. Merci, dis-je. Garde tout en sécurité. Il rite. Un son bref et sec. Toi aussi. Mec, ça devient dingue. Ding, c'était un euphémisme. Quand les fichiers arrivèrent dans ma boîte, je les parcourus. Dates. Montant. Messages cryptiques sur le nettoyage des livres. C'était plus de carburant. Plus de munitions. Et je les ajoutais à la pile grandissante. La déclaration. Les photos. Les trouvailles de Noé. C'était une montagne maintenant. Et Camille était au pied, sur le point d'être ensevelie. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. La maison grinçant autour de moi. Mon esprit trop plein pour se reposer. L'angle du SRPG changeait tout. Théo Morgan ne rencontrait pas Camille pour parler de design d'intérieur. Elle chassait. Et je lui avais donné une carte avec ce dossier au tribunal. Mais je n'étais plus juste un spectateur. Les menaces continuaient, subtiles mais réelles, et je savais que l'équipe de Camille s'agitait. Le nom de Grégoire dans cette déclaration signifiait qu'il coulait aussi. Radié au mieux, en prison au pire. J'arpentais le salon. Les photos et les fichiers étalés comme un plan de guerre, et je sentais le changement en moi. Ce n'était plus une question d'équité ou de récupérer ma part. C'était plus grand, plus chaotique. Un combat auquel je n'avais pas signé, mais dont je ne pouvais me détourner. J'étais au bord de quelque chose d'énorme. Et tout ce que je pouvais faire, c'était avancer, un pas à la fois. Les jours après que cette déclaration m'était tombée dans les mains étaient comme traverser une tempête. Tout allait vite. Les nuages sombres se refermaient, mais je gardais mon équilibre. Je passais la plupart des nuits dans le salon, la lampe projetant de longues ombres sur les papiers et fichiers éparpillés sur la table basse. Mon ordinateur portable bourdonnait tandis que je vérifiais chaque nouvelle pièce que Noé m'envoyait. Les mots de Clara Durand résonnaient dans ma tête. Camille falsifiant des offres. Grégoire validant des pots de vin. Toute la façade brillante de Roland d'intérieur s'effondrant sous le poids de ses mensonges. Je savais qu'elle m'avait trahi. Mais ça, c'était une machine. Un engrenage calculé qui broyait clients, investisseurs. Même moi, tout pour garder ses poches pleines.
Le SRPG était impliqué maintenant. Le visage de l'agent Théo Morgan dans ses photos de café gravées dans mon esprit. Et je commençais à sentir la pression aussi. Les menaces ne s'arrêtaient pas, et elles n'étaient plus subtiles. Ça commença par un autre texto cette semaine-là. Tard dans la nuit. Alors que je décortiquais les courriels cryptés de Jonas Fick, mon téléphone vibra. L'écran illuminant la pièce sombre. Tu ne veux pas être mêlé à ça. Même message qu'avant. Même numéro inconnu. Je le fixais, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Mais je ne tapais rien cette fois. Au lieu de ça, je jetais le téléphone sur le canapé et retournais au courriel. Date. Phrases codées. Virement vers des comptes introuvables. Celui qui envoyait ces textos pensait que je me laisserais intimider facilement. Mais il ne comprenait pas. J'étais déjà trop impliqué. Et chaque nouvelle menace me poussait à creuser plus fort. Le lendemain matin, Zahir appela. La voix tendue. La voiture noire était là hier soir, garée en face de chez moi pendant 1 heure. Ça va, mais c'est pas du hasard. Mon estomac se noie, mais je gardais un ton calme. Fais profil bas, lui dis-je. On est proche. Il grogne à son accord, et je raccrochais, sentant le poids s'alourdir sur mes épaules. Delphine me retrouva dans un dîner cet après-midi-là, ses yeux balayant la salle avant de s'asseoir en face de moi. Elle avait l'air fatiguée, le cambriolage la travaillant encore, mais sa voix était ferme. La déclaration de Clara est en or, dit-elle à voix basse. Le SRPG là maintenant, confirmé par un contact, ils m'ont un dossier, et ton dossier leur a donné l'élan. Je hochai la tête, sirotant mon café. Le goût amer me ramenant à la réalité. Et le règlement ? Demandai-je. Elle esquissa un sourire. Léger. Toujours sur la table. Mais c'est une manœuvre de panique. L'équipe de Camille sait que les flics reniflent autour. Ils espèrent que tu prendras l'argent et disparaîtras. Je posai la tasse, mes mains fermes. Pas question, dis-je. Ce n'est plus une question d'argent. Elle n'insista pas, me lançant un regard qui disait qu'elle l'avait toujours su. De retour chez moi, je continuais à travailler. La maison silencieuse, sauf pour le froissement des papiers et le ping occasionnel de mon courriel. Le dernier lot de Noé portait sur Jonas Fick, un intermédiaire financier douteux avec une traînée de sociétés écrans à l'étranger. Les courriels le reliaient à Camille, vagues mais accablants. Des allusions à nettoyer et déplacer des actifs. Je les ajoutais à la pile, mon esprit en ébullition. La déclaration avait déjà fait exploser le couvercle. Clara révélant les fausses offres et les pots de vin. Mais c'était la couche suivante. La saleté plus profonde. Grégoire était dedans aussi, son nom apparaissant dans les courriels. Et je pouvais presque l'imaginer transpirer. Son sourire suffisant envolé. Le SRPG avait le dossier maintenant, avait dit Delphine. Et je me demandais combien il savait déjà avant que je ne remette ce dossier. Puis les menaces s'intensifièrent à nouveau. Je me réveillais un matin pour trouver le pare-brise de ma voiture fissuré. Rien de volé. Juste une toile d'araignée de verre comme si quelqu'un y avait donné un coup de batte. Pas de mots, pas de témoins. Mais je savais. J'appelais Delphine. La voix basse, debout dans l'allée en regardant les dégâts. Ils n'arrêtent pas, dis-je. Elle ne mâcha pas ses mots. Ils ont peur. Et les gens effrayés font des conneries. Garde tout sous clé. Dossier. Porte. Toutes. Je hochai la tête à moi-même, l'air froid mordant mes mains, et rentrai. Ce soir-là, un autre texto, dernière chance. Je ne répondis pas, fis une capture d'écran et l'envoyai à Delphine et Noé. Mes mains ne tremblaient plus. La colère s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Ils pouvaient casser ma voiture, suivre mes amis, envoyer leurs messages cryptiques, mais je n'étais pas celui à court de coups. Je rencontrai Zahir le lendemain dans un parc, loin des regards indiscrets, le vent bruissant dans les arbres autour de nous. Il me tendit une clé USB, le visage tendu, encore des journaux de compte que Noé a récupérés. Des trucs d'il y a 2 ans, ça correspond à l'histoire de Clara. Je la pris, la glissant dans ma poche. « Ça va ?» demandai-je. Il haussa les épaules, mais ses yeux se tournèrent vers le parking. Je survivrai. J'aime juste pas les ombres. Je lui tapai l'épaule, reconnaissant, et rentrai pour brancher la clé. Les journaux étaient une mine d'or. Des transactions correspondant à la déclaration, des paiements à des entrepreneurs qui n'avaient jamais travaillé un jour, tout signé par Camille et Grégoire. C'était inattaquable. Et je savais que les flics allaient s'en régaler. Mais je n'avais pas fini. Je voulais chaque détail bouclé, chaque secret traîné au grand jour. À la fin de la semaine, j'étais assis dans l'obscurité à nouveau, la pile de preuves dominante la table. Le SRPG avançait. L'équipe de Camille craquait. Et j'étais toujours là, celui qu'ils avaient sous-estimé. Les menaces continuaient, mais c'était du bruit maintenant, un bruit désespéré, agité. Je ne me battais plus seulement pour moi.
J'étais au milieu de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pouvait la faire tomber pour de bon. Et j'étais prêt à aller jusqu'au bout, quoi qu'il me jette ensuite. L'audience finale arriva vite. Et quand je pénétrai à nouveau dans cette salle d'audience, j'avais l'impression d'un homme qui avait couru un marathon, fatigué, mais trop têtu pour s'arrêter. L'air était chargé d'une tension viscérale. Et je pris place à côté de Delphine. Mes mains posées sur la table, fermes malgré la tempête en moi. En face, Camille était assise, rigide, le visage crispé, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Grégoire était à ses côtés, sa cravate légèrement de travers, son assurance habituelle remplacée par une nervosité agitée. Le dossier que j'avais soumis des semaines plus tôt avait fait des dégâts, fissuré leur armure, mis le SRPG sur leurs traces. Mais je n'avais pas fini. J'avais passé chaque nuit depuis à construire plus, à creuser plus loin. Et maintenant j'avais un dernier coup à jouer. Le juge frappa son marteau, le son sec dans la salle silencieuse, et nous appela à l'ordre. Conclusion finale, dit-il. La voix bourrue, finissons-en. Grégoire se leva en premier, lissant sa veste, essayant de se ressaisir. Il lança un discours, poli, répété, sur pourquoi Camille méritait tout, l'entreprise, la maison, chaque centime. Parce qu'elle l'avait construite de toutes pièces, sa voix était forte, confiante au début, mais je captais les failles, la façon dont ses yeux me lançaient des regards, le léger bégaiement sur ses mots. Il était nerveux, et il avait de quoi l'être. L'offre de règlement était toujours sur la table, augmentée depuis la dernière audience. Une grosse somme d'argent, et la maison brandie comme un appât pour me faire disparaître. Delphine me l'avait transmise des jours plus tôt, et je l'avais regardée, tenter pendant une demi-seconde, la liberté, une rupture nette, plus de combat. Mais je n'avais pas fait tout ce chemin pour encaisser. Je me penchai en avant alors que Grégoire terminait. Mes mains croisées, attendant mon tour. Le juge me fit un signe. « Monsieur Roland ». Je me levai, lentement, délibérément, sentant tous les regards sur moi. « Votre honneur », dis-je, la voix calme mais ferme. « J'ai un dernier dossier. » Je plongeai la main dans ma sacoche, mes doigts effleurant les bords du nouveau dossier, plus épais que le précédent, rempli de tout ce que Noé et Zahir avaient récupéré depuis la déclaration. La salle devint immobile. Un silence s'installant comme si quelqu'un avait coupé le son. Je tendis le dossier à l'huissier, qui le porta au juge, et je regardai le visage de Camille lorsqu'il le prit. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains agrippant la table, et je vis la panique traverser son visage. Brute, sans filtre. Grégoire se leva d'un bond. La voix aiguë. Objection. Votre honneur. Ceci est hors de propos. Une tactique dilatoire. Le juge ne le regarda même pas. Leva juste une main. Asseyez-vous, dit-il. Le ton assez dur pour faire retomber Grégoire sur son siège. Le visage rouge. Le juge ouvrit le dossier, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'il commençait à lire. Je savais ce qu'il contenait. Des courriels liant Camille à Jonas Fick, l'intermédiaire financier que Noé avait tracé, des preuves de sociétés écrans transférant de l'argent à l'étranger, des transactions correspondant à la déclaration de Clara jusqu'au centime près. J'avais passé des nuits à tout assembler, recoupant les dates, reliant les points jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Ce n'était plus seulement à propos de Roland intérieur. C'était une fraude internationale. Un réseau plus vaste que je n'avais jamais imaginé. Le visage du juge s'assombrit à chaque page, ses doigts s'arrêtant, puis revenant en arrière pour vérifier. Je restais là, le cœur battant mais la posture ferme, laissant les preuves parler. Camille murmura quelque chose à Grégoire, sa voix basse et frénétique. Mais il secoua la tête, ses mains crispées sur la table. Il coulait, et il le savait. La salle resta silencieuse. Le seul son étant le froissement des pages tandis que le juge parcourait le dossier. Il s'arrêta à mi-chemin, leva les yeux vers Camille, les yeux plissés. « Madame Roland, dit-il, ces documents suggèrent une inconduite grave, au-delà du cadre de ce divorce. Votre avocat peut-il expliquer ?» Grégoire bafouilla, se levant, à nouveau, ses mots trébuchant les uns sur les autres. « Votre honneur, ceci n'est pas vérifié. Ça ne fait pas partie de la procédure. » Le juge le coupa, sa voix comme de l'acier. « C'est dans mon tribunal maintenant. Asseyez-vous. » Grégoire s'effondra sur son siège, le visage pâle, et je vis les mains de Camille trembler dans son giron. Elle se tourna vers moi alors, ses yeux écarquillés, sa voix un murmure rauque à travers la salle. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Je soutins son regard, impassible, et souris. Juste un léger retroussement des lèvres. « Je crois que si, dis-je, assez fort pour qu'elle entende, assez bas pour que ça reste entre nous. » Le juge continua à lire, son expression devenant plus sombre. Et je sus que c'était fini. Pas seulement l'audience,
Mais tout son jeu. Delphine se pencha vers moi, sa voix un murmure. « Tu l'as eu? C'est le coup de grâce. » Je hochai légèrement la tête, les yeux sur le juge. Il finit la dernière page, posa le dossier et se frotta les tempes comme si ça lui avait donné mal à la tête. « Ce tribunal suspend la séance, » dit-il enfin. Je transmets ces documents aux autorités compétentes. Nous en avons fini ici. Le marteau frappa, et la salle explosa. Grégoire argumentant avec l'huissier. Camille fixant la table, le visage vidé de couleur. Je restais là, le bruit déferlant sur moi, sentant le poids s'alléger légèrement. Ce n'était plus une question de gagner. C'était une question de mettre fin, de traîner chaque mensonge au grand jour. En sortant, Delphine me tapa dans le dos, son sourire vif. « Tu l'as enterré ?» dit-elle. Je ne souris pas en retour. Juste un hochement de tête, mon esprit déjà tourné vers l'avenir. Le murmure de Camille me restait en tête. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Et je me demandais ce qu'elle voulait dire. Était-ce une menace? Une supplication? Ou juste le dernier souffle de quelqu'un qui avait perdu? Je ne savais pas encore, mais je le découvrirais. Pour l'instant, je sortis du tribunal, la tête haute, la vérité du dossier résonnant derrière moi. Elle pensait pouvoir m'effacer. Elle avait tort. La semaine après l'audience finale passa dans un flou, comme si le monde avait accéléré et m'avait laissé immobile pour reprendre mon souffle. L'arrestation de Camille fit la une 7 jours plus tard. Ménotès, photo d'identité judiciaire au visage fermé. Roland intérieur placardé dans les gros titres comme une façade présumée pour blanchiment d'argent et fraude. Je le vis sur mon téléphone, assis dans la cuisine avec une tasse de café. La vapeur s'élevant dans la lumière calme du matin, ses actifs furent gelés. L'entreprise s'effondra du jour au lendemain. Les clients se retirant plus vite que les flics ne pouvaient saisir les dossiers. Grégoire fut radié en quelques jours, son nom lié à la déclaration et à ses courriels. Sa carrière réduite en cendres, Jonas Fick, l'intermédiaire obscur, disparut, aucune trace, aucun mot, comme s'il n'avait jamais existé. Quant à moi, la décision du juge arriva. J'obtins la maison, une part conséquente de ce qui restait de ses comptes, et la satisfaction de savoir que la vérité avait gagné. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire, pas comme je l'avais imaginé. Je restais dans le salon ce premier soir après la décision. La maison trop grande, trop vide, chaque recoin résonnant de 15 ans d'une vie qui n'existait plus. Les meubles étaient toujours là. Le canapé que nous avions choisi, les étagères que j'avais construites, mais ça semblait appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. J'avais passé tant de temps à me battre, à fouiller, à prouver que je n'étais pas le moins que rien que Camille pensait. Et maintenant c'était fini. Le dossier, les nuits blanches, les menaces, tout avait mené à ça. Et pourtant je ne savais pas ce que c'était. Je fis un petit sac ce soir-là, juste des vêtements, une brosse à dents, quelques papiers et verrouillai la porte derrière moi. La maison pouvait attendre. J'avais besoin d'air, d'espace, de quelque chose de nouveau. Je pris la route vers le nord, sans vrai plan. Juste le bourdonnement de la route et le poids s'envolant de ma poitrine à chaque kilomètre. Port-au-Pin était là où j'atterris, une petite ville côtière tranquille, toute d'air salin et de vagues grises, assez loin de la ville pour sembler un autre monde. Le premier matin là-bas, je me réveillais dans une cabane louée, le bruit de l'océan s'infiltrant par la fenêtre entr'ouverte. Pas de téléphone qui vibrait, pas de dossier à éplucher, juste le fracas régulier de l'eau sur les rochers. Je marchais jusqu'à la plage, mes chaussures s'enfonçant dans le sable, le vent tirant sur ma veste. Pour la première fois depuis des années, je n'avais nulle part où être, rien à réparer. Je m'assis sur une bûche échouée, regardant la marée monter, et laissais mon esprit vagabonder. Le visage de Camille passa dans mes pensées, son sourire narquois là au tribunal. Ça panique à la fin, mais ça ne faisait plus mal. Elle avait tout perdu. L'entreprise, l'argent, sa liberté. J'étais reparti avec plus qu'elle n'avait jamais voulu me donner. Mais ce n'était pas à propos de ça. C'était à propos de moi. De sortir enfin de son ombre et d'entrer dans quelque chose qui m'appartenait. Les jours à Port-au-Pin s'étiraient, lents et simples. J'allais chercher un café dans une petite boutique en centre-ville. Le barista me saluant comme si j'avais toujours été là. Je marchais le long du rivage, ramassant des coquillages ou juste fixant l'horizon. Laissant l'air salin me vider la tête, l'argent du règlement arriva sur mon compte en milieu de semaine. Assez pour recommencer. Pas assez pour changer le monde. Et je n'y touchais pas encore. Je n'en avais pas besoin. La maison là-bas était à moi, à vendre ou à garder. Mais je n'étais pas prêt à décider. Pour l'instant, c'était assez... Un lit, un toit, le bruit des vagues. J'avais passé tant de temps à courir après la justice, à construire ce dossier, que j'avais oublié ce que ça faisait de simplement respirer. Ici, je m'en souvenais. Une nuit,
Je m'assis sur la terrasse de la cabane avec une bière, le ciel sombre et parsemé d'étoiles. Mon téléphone était à l'intérieur, éteint depuis mon arrivée. Et il ne me manquait pas. Zahir m'avait envoyé un texto avant que je parte. « Ça va ?» Et j'avais répondu « Ouais », le pensant vraiment. Delphine avait appelé aussi, sa voix pleine de fierté. « Tu l'as fait tomber. » Tu sais, j'avais souri, fatigué mais sincère. « On l'a fait ?» avais-je dit, parce que ce n'était pas juste moi, Zahir, Noé, elle, même Clara. Ils y avaient tous contribué. Mais maintenant, ils étaient là-bas. Et moi ici, seul d'une manière qui ne semblait pas solitaire. Je renversais la bouteille, la fraîcheur pétillante frappant ma gorge. Et pensais aux 15 dernières années, j'avais été son ombre. Discret, stable, invisible, me donnant à ses rêves jusqu'à ce que les miens s'effacent. Maintenant, ils étaient partis, réduits à des preuves dans un tribunal. Et j'étais toujours debout. Le lendemain, je marchais en ville. Les rues calmes, sauf pour quelques locaux me saluant. Je m'arrêtais dans une quincaillerie, achetais une canne à pêche, bon marché sur un coup de tête, me disant que j'essaierais quelque chose de nouveau. De retour à la plage, je lançais la ligne dans les vagues. L'eau l'engloutissant. Et j'attendis, rien ne mordit. Mais peu importe. Ce n'était pas pour le poisson, c'était pour l'action, l'être. L'espace pour découvrir qui j'étais sans elle. Le soleil plongea bas, peignant l'eau d'or, et je ramenais la ligne. Mes mains fermes, pas de fantasme de vengeance dans ma tête. Pas de jubilation sur son arrestation. C'était fini, c'était à moi. Mon temps, mon choix, ma vie. À la fin de la semaine, je savais que je resterais à Port-au-Prince un peu plus longtemps. La cabane était abordable. L'air pur et le bruit dans ma tête étaient enfin calmes. Je ne fêtais pas, ne pleurais pas, je vivais. Un jour à la fois, j'avais été son mari, son pilier, son fantôme. Mais maintenant, j'étais juste moi. Et pour la première fois depuis des années, ça suffisait. L'océan continuait de rouler, sans fin et stable. Et je le regardais, me sentant comme un homme qui avait enfin marché loin. Pas d'elle, mais vers quelque chose de mieux,